Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un périscope qui aborde aujourd'hui la modification controversée du code pénal au Burkina, ainsi que la présidentielle de 2020 qui mobilise fortement la classe politique entre stratégie de conquête de l'électorat et division. Comme à l'accoutumée, deux invités ont accepté de partager avec vous leurs éclairages sur ces questions d'actualité. Il s'agit tout d'abord de Raymond-Édouard Ouédraogo. Il est journaliste de son État, mais aussi ancien ministre de l'Information, ambassadeur et puis également gouverneur de région. Bonsoir Raymond-Édouard Ouédraogo et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Serge Mathias Tomondji. Comme je le dis souvent, si Serge était Mathias et si Mathias était Tomondji. Si Mathias était Tomondji, on aurait un périscope de tout éclat. Alors, autre invité sur ce plateau aujourd'hui, Sibiri Eric Kam de la Ligue pour la défense de la liberté et de la presse. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je reste avec vous un instant, Sibiri Kam. Alors, on n'entend plus beaucoup parler de la Ligue pour la défense de la liberté et de la presse depuis un certain temps. En tout cas, alors, que se passe-t-il? A-t-elle disparu du paysage associatif et médiatique du Burkina? Elle a été impactée par ce qui m'est arrivé à moi-même, en tant que président de la Ligue, et des répercussions qui ont fait que, comme ça n'allait pas chez moi, ça n'allait pas non plus au niveau de la Ligue. Puisque, à un moment donné, tout le monde avait peur. Et donc, je me suis retrouvé tout seul à diriger la Ligue. Mais qu'est-ce que faut-il faire? La Ligue, on en a besoin maintenant, surtout en ce moment où on parle beaucoup de défendre à nouveau la liberté de la presse. Non, on est en train de la relancer. Bientôt, on va relire les textes, convoquer une assemblée générale et puis mettre en place un nouveau bureau et repartir du bon pied. Repartir du bon pied, Raymond-Édouard Ouédraogo, parce qu'on a besoin de la Ligue pour la défense de la liberté de la presse. Oui, mais absolument. Parce que, de toute façon, la Ligue est à la liberté de la presse, ce que le sel est à la sauce. Donc, je me dis que quelque part, on devrait pouvoir retrouver les mécanismes utiles pour que cette Ligue-là reprenne du poil de la bête, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est en tout cas quelque chose qu'il faut souhaiter. Vivement que l'on retrouve donc la Ligue. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est le 75e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Adopté le 21 juin dernier par l'Assemblée nationale avec une large majorité de 103 députés sur 127, le nouveau code pénal du Burkina continue de susciter polémiques et inquiétudes. On se souvient que des organisations de la société civile ainsi que des associations professionnelles de presse avaient milité pour le retrait de la loi modificative qu'ils jugent liberticide. Avant d'en parler, je vous propose de replonger dans l'ambiance qui a prévalu juste après l'adoption de ce texte par le Parlement dans ce reportage de Burkina Info signé Farida Elodie Sawadogo et Elodie Poda. Les publications sur les réseaux sociaux visant à déstabiliser les forces de défense et de sécurité sont désormais régies par le code pénal. Après moult tractations, le projet de loi portant modification du code pénal a été voté par 103 voix sur 114 votants. Il s'agit d'un projet de loi modificatif du code pénal qui insère de nouvelles dispositions dans le livre 3 concernant la défense et la sécurité et qui vise à faire en sorte que les opérations des forces de défense et de sécurité ne puissent pas être révélées, les points stratégiques ne peuvent être révélés, que par exemple lorsque il y a des attaques, qu'on ne puisse pas tout de suite présenter les images des dégâts, etc., alors que les éléments sont encore en opération. Avant son adoption, certains députés, notamment ceux des groupes parlementaires CDP, UPC et PJRN, ont demandé le retrait de cette loi qui, de leur point de vue, ne prend pas en compte les médias internationaux. De même, la question de l'autorisation préalable pour la diffusion des informations sur les attaques terroristes dans les médias, contenue dans le projet de loi, a été posée. Le ministre de la Justice s'explique. Beaucoup qui critiquent le texte n'ont pas lu en fond. L'autorisation ne concerne pas toute diffusion d'informations. L'autorisation concerne la diffusion des informations d'une scène de crime.
une scène de crime, ça veut dire concrètement quoi? Que lorsqu'une infraction est commise et que les officiers de police judiciaire ou le procureur sont en train de vouloir mener des enquêtes, vous voyez, on balise le terrain pour empêcher. Il y a souvent des informations qui ne doivent pas sortir au risque de faire perdre des pistes. Donc c'est précis. On n'a jamais dit dans le test qu'il faut autorisation pour donner toute information. Ça concerne un article qui concerne les scènes de crime. Et vous les voyez partout. Hier, c'est comme ça. Vous n'avez jamais vu, quand les attentats ont lieu, par exemple, en Europe, est-ce que vous voyez le corps des gens qu'on présente comme ça, couchés? Est-ce que vous voyez qu'on présente les officiers de police en train de mener leur enquête? Non. Sur le terrain. Donc c'est précis, je voulais souligner que c'est précis. Des explications qui n'ont pas convaincu certaines organisations de la société civile et de professionnels des médias qui qualifient cette modification de liberticide. Il faut dire que nous déplorons que cette loi soit passée quasiment comme dans sa version initiale, parce que nous n'avons pas vu d'amendement substantiel qui soit sorti en réalité donc, du travail donc, de commission. Comme l'a dit quelqu'un, s'ils estiment qu'ils peuvent adopter des lois sans associer les acteurs essentiels, je crois qu'il est temps pour eux de modifier la nature du régime de ces pays pour dire que c'est devenu simplement une autocratie. Notons que la modification de la loi a été votée en l'absence de certains députés de l'UPC qui ont quitté l'hémicycle suite à des propos tenus par le député Bindi Woba et qu'ils ont jugés inappropriés. C'était donc l'ambiance après l'adoption de cette loi modificative concernant le code pénal. Comment réagissez-vous à l'adoption de ces mesures dans l'arsenal pénal du Burkina, Raymond Edouard Ouedraogo? Je vais vous dire une chose, c'est de très bonne guerre, hein, que de part et d'autre, on ait pu entendre ce qu'on a entendu, encore que ce n'est pas terminé. Je pense qu'il est du devoir sacré des organisations donc, qui s'occupent de la liberté de la presse, de la liberté tout court, de se battre pour que le terrain reste suffisamment bien balisé pour que les fondamentaux ne disparaissent pas. Ça, c'est certain. Mais enfin, au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, il est certain qu'il fallait, pour parler comme quelqu'un il y a juste quelques jours, faire bouger les curseurs. Au jour d'aujourd'hui, si vous prenez même ce qui se passe sur le terrain de la liberté de presse, il faut dire que je suis même surpris de voir que des confrères ne se montrent pas particulièrement fâchés de ce que de plus en plus, il y a cette tendance vicieuse-là que des gens, que n'importe quel kidam se prennent aujourd'hui pour un journaliste et va sur le terrain et diffuse vraiment tout ce qui lui passe par la tête. Je pense que cela n'est pas bien. Celui-là même qui a créé Facebook a reconnu il y a quelque temps qu'il y avait vraiment problème à ce niveau-là. Donc, soyons un peu plus sérieux. Si le journalisme n'est pas une science exacte, il est quand même une science. Il n'est pas journaliste qui veut. N'est pas journaliste qui veut, le journaliste est une science, c'est là ses règles, mais également la situation que nous vivons impose un tour de vis. Sibiri Rikam. Bon, moi je suis quelque peu perplexe. Je ne crois pas qu'aujourd'hui la capacité de nos FDS soit réduite, amoindrie du fait des publications. Si un soldat peut être démoralisé par la vue de la photo du corps inanimé d'un collègue, ce n'est pas un soldat. Parce que quand il est sur le front, son camarade tombe, mais il continue à avancer. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité du soldat. Ton camarade tombe et tu continues à avancer. Donc ce n'est pas une photo publiée sur chose qui doit te démoraliser. Mais là où je suis en partie d'accord avec certaines dispositions de la loi, c'est montrer les corps des victimes. Et quelque part, ça porte atteinte à la dignité, mais ça impacte sur les familles. Voilà. Découvrir par hasard que votre fils, votre époux est mort au combat ou bien a été tué dans une action terroriste sans que officiellement vous n'ayez pu être informé. Même si c'est choquant. Il faut protéger chacun par rapport à ça. Mais je pense que justement, toute cette querelle que nous vivons aujourd'hui n'aurait pas eu lieu si dans le processus d'élaboration, le gouvernement avait associé
les destinataires de la loi. Parce que dans l'élaboration de la loi, le ministère de la Justice a été associé, le ministère de l'économie numérique et de quoi a été associé, des postes associés, le ministère de la Défense a été associé, le ministère de la Communication a été associé, les juridictions, ce qui me semble curieux, parce que le juge doit dire le droit n'élabore pas la loi, mais les destinataires de la loi n'ont pas été associés. Et ça, c'est une lacune. Donc, en fait, on a consulté les institutionnels sans consulter ceux-là à qui la loi est appliquée, et même ceux-là qui, au regard des informations données, auraient pu être moins critiques dans leurs propos. Mais quand vous lisez la disposition dont on parle en question, où on dit qu'on ne peut pas publier sans autorisation et une scène d'acte terroriste, ça veut dire quoi? On va venir à cet article. Mais voilà. Il soulève une question qui est importante et ça a été relevé. Même, qui est compréhensible. Même le bâtonnier de l'ordre des avocats dit que le barreau n'a pas été associé. Le barreau n'a pas été associé. Je me dis que... quand même, c'est... autant il y a cette réalité, autant je ne trouve pas négligeable le fait que le Conseil supérieur de la communication, qui est quand même le gendarme, qui intervient dans la réglementation d'un certain nombre de pratiques au niveau des médias, ait été associé. On peut peut-être regretter d'une certaine façon que les fleurs les fruits n'aient pas répondu donc à la taille des fleurs. Des fleurs promises. Donc je pense que c'est de ce point de vue-là. Mais ceci étant, il me semble qu'il y a encore des possibilités pour des gens qui estimeraient qu'il y aurait des insuffisances graves de saisir, me semble-t-il, le Conseil constitutionnel qui pourrait éventuellement intervenir pour voir s'il y a des choses à revoir. Pour éventuellement déboucher sur une relecture. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, parce que vous voyez, quand il y a eu la clameur publique quant aux victimes d'accidents causés par les gros véhicules, les gros camions, l'autorité communale s'est assise dans son bureau et puis elle a sorti un arrêté. Exactement. Au résultat des courses, on a dû revenir, s'asseoir ensemble et relire l'arrêté. Pour échanger. Donc, je me dis que... Et les acteurs n'étaient pas d'accord avec certaines dispositions de cet arrêté. Quand les acteurs ont été associés, on a trouvé des horaires qui arrangent tout le monde. Donc, nous sommes en démocratie. Et de plus en plus, on parle de démocratie participative. Donc, il faudrait que, lorsque l'État, le gouvernement, veut légiférer, au moins qu'il associe à un certain niveau donné les destinataires de la loi. On a vu l'affaire du port du casque ici. C'est à tourner court. La TDC, ça a tourné court. C'est-à-dire que quand les gens ne veulent pas, normalement, on doit chercher à avoir l'adhésion des destinataires quand on légifère. Mais comment on fait lorsque les destinataires, parfois, ils rejettent tout en bloc et ne veulent pas, chacun dit c'est comme ça, il faut, et que c'est comme ça qu'il faut, alors que dans le même temps, on dit que force doit rester à la loi. Non, mais ça, c'est avant que la loi ne soit votée, que la participation, la consultation, la concertation est souhaitée. Mais une fois cette étape est franchie, la loi est votée, dura lex, sed lex. Mais en fait, en réalité, au Burkina Faso, il faut se dire que très peu de lois sont appliquées. La loi sur les sachets plastiques, la loi sur le bail, la loi sur les pupilles de la nation et bien d'autres lois sont votées. Il n'y a même pas une seule mesure d'application. Et dans certains pays, même en fait, je ne dirais même pas certains pays, est-ce que réellement on résout le problème du terrorisme avec cette loi-là? Non. Et je ne pense pas que c'est les réseaux sociaux qui ont activé ou, je ne sais pas moi, donné comment dire, amplifier le phénomène terroriste. Mais les réseaux sociaux constituent un relais. Moi, je suis de la religion de ceux qui disent qu'au Burkina, il va falloir qu'enfin nous apprenions à nous regarder droit dans le blanc de l'œil. Ce qu'Éric a dit tout à l'heure est tout à fait justifié. Lorsqu'on prépare une disposition aussi importante, il faut absolument que tous les acteurs essentiels soient associés. Mais nous sommes aussi dans ce pays qui s'appelle le Burkina Faso, où il y a des gens qui ont trouvé
que le 4 août 1983 n'était pas une révolution et qu'il fallait la révolution nationale démocratique et populaire. Il y a un débat idéologique, c'est-à-dire que nous pensons parfois que nous sommes plus intelligents que d'autres. Il y a des gens même associés, ils auraient dit non, nous, on ne marche pas tout ça. Vous êtes un État, vous faites quoi? Ceci étant, je reviens à la responsabilité publique pour dire que lorsque nous avons entendu sur ce même plateau, vous m'avez entendu dire que le terrorisme, les actes terroristes par certains aspects sont consubstantiels au laisser-aller, à l'incivisme chronique. Exactement. Mais à l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré, il y a eu une partie du discours qui a été particulièrement applaudie lorsqu'il a dit « force va rester à la loi et la puissance publique va donc, je le dis de façon résumée, va revenir ». Mais après ça, je vous ai dit sur ce même plateau qu'on a certainement accordé un délai de grâce, entre guillemets, pour que les uns et les autres se le prennent pour dire. Mais jusqu'aujourd'hui, vous savez que l'incivisme... Ça fait 4 ans. Mais l'incivisme évolue de façon exponentielle au niveau du Burkina. Et je dis que par certains aspects, il y avait déjà des lois. Est-ce que brûler un feu là, ça vient du régime MPP? Non. Mais on applique absolument presque pas les textes. Et puisqu'on ne les applique pas, aujourd'hui, au pays de l'homme intègre, vous savez très bien que pour moi, Burkina Faso, c'est l'homme intègre, ce n'est pas les hommes intègres. Pas les hommes intègres, sauf si on a traversé la cour de l'école. C'est une traduction. Donc, au pays de l'homme intègre, il y a certains comportements que l'on ne devrait pas retrouver, mais qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui, parce que simplement, nous avons travaillé à montrer que nous ne sommes pas plus sérieux, plus intègres que quelqu'un d'autre. C'est aussi parce que justement, il y a le triomphe de l'impunité. On ne voit pas quelqu'un mettre les gens dans les rangs. Mais oui, mais voilà comment les choses doivent se passer. Nous avons dit qu'il faut recadrer tout ça. Bien sûr qu'il faut associer les gens, mais je pense qu'il y a des gens aussi dans ce pays dont la religion idéologique interdit même d'intégrer un certain nombre de choses. Il y aurait toujours cette bataille-là. Mais encore une fois, je reviens à ce que j'avais dit tantôt. On a toujours la possibilité de revenir sur cette loi à travers la voie institutionnelle pour voir s'il y a véritablement des problèmes majeurs, que ces problèmes-là puissent être résolus. Donc, mais oui, Sibiré, il faudra donc revenir sur cette loi. Selon vous, pourquoi ne pas avoir justement introduit ces mesures-là lors de la précédente révision du code pénal, le 31 mai 2018? Non, en fait, le danger de cette loi, c'est ce qu'on appelle les lois conjoncturelles. Il y a une situation qui prévaut. Mais la situation prévaut depuis plusieurs années. Mais le code pénal a été adopté en 2018. Ouais, un an après, on trouve nécessaire de revenir sur ça parce qu'on dit qu'on n'avait pas pris en compte certains aspects. Mais en 2018, le terrorisme sévissait déjà au Burkina Faso. C'est exactement ce que je dis. Voilà, donc en fait, c'est ce Pourquoi on n'avait pas pris ces aspects-là en considération à ce moment-là? Voilà, c'est-à-dire que il y a un proverbe qui dit que quand parfois quelqu'un marche et puis heurte le caillou, quand il tombe, il se lève, au lieu de s'en prendre au caillou qu'il a heurté et puis il est tombé, il va s'en prendre à l'endroit où il est tombé pour taper là-bas. Non, c'est-à-dire... il y a... Moi, je suis un partisan des droits humains. Je me dis que je suis un démocrate, mais également je suis partisan de l'état de droit. La règle de droit existe, elle est bonne, elle est mauvaise, il faut l'appliquer. Or ici, vous avez le feu rouge, vous avez un VADS, vous avez un policier. Et quelqu'un vient, il traverse, il y a le feu qui est allumé, rouge, il y a un VDS qui est là, il y a un policier qui est là, il passe. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Les caniveaux, les gens les remplissent de n'importe quoi. Il pleut, ça déborde, il y a inondation, personne n'est sanctionné. Donc il faut déjà commencer par corriger ça. C'est-à-dire que même dans la cellule familiale là, le père, la mère, fixe des lignes à ne pas franchir. Ouais. Sinon, vous n'éduquez pas les enfants. Mais l'État, c'est en plus grand la famille. Donc, le chef de l'État, bon, je ne dirais pas que c'est papa, c'est pas vrai, mais voilà. Pater familias, il faut qu'il joue son rôle. Il faut qu'il joue son rôle, mais... D'autant que je reste persuadé que le Rwanda
que beaucoup de Burkinabés admirent, et je dois dire que j'en Et qui fais a partie. tiré Au son exemple du Burkina. Rwanda, je ne pense pas qu'au Rwanda, on s'est assis tranquillement sur le droit bourgeois, où les gens peuvent bailler et brailler à leur guise. Non, il y a un minimum. Hein, et l'ironie du sort veut que quand vous allez au Rwanda, les Rwandais vous disent, à commencer par le président Kagame lui-même, que ce qui se fait dans ce pays et qui fait que ça marche dans ce pays, ça vient de Burkina parce que là-bas, on s'est inspiré du sankarisme. Hein? Bon, donc, il y a véritablement un problème quelque part. J'ai dit, encore une fois, il faut que les Burkinabés apprennent à se regarder droit dans le blanc de l'œil et à se dire certaines vérités. Parce qu'à ce jeu de cache-cache, on n'ira nulle part. Et là où il faut appliquer la fermeté, là où il faut la fermeté, là, c'est la fermeté. Il faut de la fermeté, se regarder droit dans le blanc de l'œil. En tout cas, ce que l'on pointe le plus du doigt ici, dans les nouvelles mesures adoptées, c'est notamment cette disposition qui punit, et je cite, d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs CFA, quiconque publie ou relaie, sans autorisation, par quelque moyen de communication que ce soit, et quel qu'en soit le support, des images ou sons d'une scène d'infraction de nature terroriste. Fin de citation. Le ministre de la Justice explique bien qu'il s'agit de scènes de crime, mais comment on fait au niveau de la presse pour requérir une autorisation avant de parler d'une situation de ce type? Oui. Je suis correspondant d'un journal en province. Il y a une attaque terroriste. Au-delà des pertes humaines, il y a des dégâts matériels. Des véhicules ont été brûlés, des maisons saccagées, des meubles détruits. Je fais les photos de ces dégâts matériels-là. Et il faut que je demande une autorisation à qui, dans quel délai, avant de pouvoir publier dans mon journal, ou bien ou d'envoyer à sa télévision ou à la radio. Mais l'information, tout le monde sait que c'est une denrée périssable. Mais si c'est une semaine après qu'on doit voir les dégâts constitués par l'attaque terroriste de tel village ou bien dans telle localité, ou à Ouaga ici, alors elle est de quelle pertinence à ce moment? Donc, alors, Raymond, c'est un recul démocratique, une atteinte à la liberté de la presse. Ce n'est pas ma vision des choses, parce que vous savez aussi que dans le traitement à chaud, il y a des choses qu'on peut traiter à chaud sans qu'il n'y ait véritablement des retombées, des conséquences très négatives. Mais s'agissant par exemple de scènes de crime, avec un certain nombre d'images choquantes, avec un certain nombre de conclusions que les gens pourraient tirer au détriment ou au profit des autres. Je me dis qu'à partir de ce niveau-là, si moi je suis correspondant et je reprends l'exemple qu'Éric a utilisé, je peux éventuellement intervenir. Mais ma base, je ne suis que correspondant. Ma base, qui a l'intelligence et qui est dotée des capacités nécessaires pour la diffusion de l'information, va certainement faire un travail de nettoyage à l'intérieur et va prendre aussi certains contacts pour savoir si la diffusion de telle ou telle information peut ne pas porter préjudice à des gens, à des communautés. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Ce travail est déjà fait par les journalistes. Les journalistes font de leur mieux pour recouper et pour nettoyer. Mais lorsqu'on introduit une demande d'autorisation, c'est compliqué quand on introduit une demande d'autorisation. La politique de l'observateur Palga, qui montre des populations fuyant leur zone sur des tricycles. Cette image-là, il va falloir demander une autorisation pour la faire passer. Puisqu'elle vient d'une scène de crime. Elle vient d'une scène de crime. Mais je pense que, en fait, dans le débat qui a été posé, il a été spécifié, par exemple, on a parlé d'images macabres, des choses comme ça. Je ne crois pas que le fait de voir quelqu'un en train de détaler depuis la zone de Barsalgo pour aller jusqu'à Ouagadougou, si vous publiez ça, que cela peut constituer véritablement un problème. Enfin, il y a mort d'homme. C'est véritablement la question de l'autorisation qui pose problème. Vous savez, même pour demander une interview à une autorité compétente, parfois on peut passer des jours et des semaines pour obtenir une autorisation. Mais je suis tout à fait serein sur ce point-là. Et je pense que de toute façon, il va y avoir un recadrage qui va permettre quand même aux journalistes de faire leur travail. On ne va pas quand même penser qu'il va se trouver des gens
pour venir faire le travail du journaliste à la place du journaliste. Moi, je ne crois pas du tout. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de permettre aux professionnels de la chose, chacun est sur son terrain, de faire son travail et de laisser les garibous du journalisme là qui écrivent et publient de n'importe quoi. Ce sont ces gens-là qu'il faut surveiller. Mais je pense quand même qu'au niveau des rédactions, on ne va pas en être là à faire des gels d'honneur tous les matins que Dieu fait pour pouvoir aller couvrir quand même certaines actualités. Je ne le pense pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit, il y a peut-être des scories dans cette loi qu'il va falloir revoir. Et nous avons une institution qui est habilitée donc à procéder à des réajustements pour que véritablement sur le terrain, tout le monde puisse faire le travail. Les journalistes, les FDS et qui sais-je encore, sont co-acteurs de la lutte contre le grand banditisme, contre le terrorisme. Donc de ce point de vue, je pense quand même qu'il va y avoir des terrains d'entente pour que le travail se fasse sur le terrain. Oui, je rappelle qu'il n'existe pas de censure au Burkina Faso. Et que donc, la presse écrite n'a pas à solliciter une autorisation avant de publier, avant diffusion. Exactement. Or, si on doit demander est-ce qu'on peut publier telle photo avant, ça devient... On va en arrière, en fait. On fait un recul. On revient au temps où le roi décidait de ce qu'on pouvait publier ou ne pas publier. Et là, c'est un recul. C'est un recul, d'autant que vous avez évoqué le cas des réseaux sociaux. Comment on fait pour les contrôler? Et même si certains estiment que cette mesure est la bienvenue et qu'elle a même mis du temps à se mettre en place, je parle des modifications liées justement à la lutte contre le terrorisme. Il y a des mesures, et ils regrettent en effet qu'il n'y ait pas de mesures concernant les médias internationaux, qui sont quand même les premiers à communiquer bien vite et mieux que les médias nationaux sur ces questions-là. La loi est assise sur le territoire. Sauf les Américains qui arrivent à faire appliquer leur loi en dehors de leur territoire. Sinon, aucun État au monde n'arrive à faire appliquer sa loi en dehors de son territoire. Ce qui veut dire que les médias internationaux ont le loisir de diffuser les images, de donner des chiffres et tout. Et à l'intérieur, il va falloir attendre d'obtenir une autorisation du ministère de la Communication, du ministère de la Justice. Voilà le paradoxe qu'on va vivre. De toute façon, ça, il faut arrêter parfois de s'étonner de certaines absurdités, parce que de toute façon, jusqu'à ce jour, les médias dits internationaux continuent de bénéficier de privilèges, mais que n'ont pas souvent les médias nationaux. Ça, au moins, c'est une réalité. Parce que c'est ça. Je pense que, quelque part, il est important que les logiciels, il faut les changer. Si on ne change pas les logiciels, sans changement de logiciel, pas de bonne logique. C'est ça la réalité. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait donc justement revoir un peu tout ça avec les réseaux sociaux, contrôler un certain nombre de choses. Il faut, mais pour contrôler l'information, c'est ce qu'ils disent, pour qu'elle ne soit pas un instrument de propagande des terroristes. Le ministre de la Justice, René Bagoro, a d'ailleurs dit que la loi vise à faire en sorte que, je le cite, les opérations et les points stratégiques des forces de défense et de sécurité ne puissent pas être révélés. Ne risque-t-on pas alors de tomber dans une autre propagande, celle du gouvernement, Sibiri Kam? Non, en fait, comme je l'ai dit, quand on dit qu'il ne faut pas publier les mouvements des choses, moi je ne vois pas un journaliste qui a connaissance qu'une colonne militaire a quitté Ouagadougou pour intervenir dans telle zone, qui va le crier sur les toits, alors que les terroristes doivent être surpris. Bon, maintenant, dans le direct, le joueur peut se laisser aller. On a vu ça avec l'histoire qui s'est passée à l'attaque de Kwame Nkrumah. On a vu ça également en France, où dans l'attaque de choses là, il y a un monsieur qui était dans une grange et qui donnait la position du terroriste. Et le journaliste a commis l'erreur de dire qu'il y a quelqu'un qui est caché dans la grange et qui est en train de donner des indications aux forces de l'ordre. Bon, mais ça, c'est quand c'est le direct que ces délits-là peuvent arriver. C'est des cas exceptionnels. Voilà, c'est des cas il ne faut pas que l'exception fasse la règle. Voilà, sinon, quand vous retournez à votre rédaction pour monter vos images et tout, ou bien votre reportage ou écrire votre article, quand il y a la réflexion qui est là, et puis, quoi qu'on dise, moi je crois, jusqu'à demain, que les journalistes ont conscience de leurs responsabilités
en tant que citoyen. Les gens conscients de leurs responsabilités, vous avez dit qu'il y a encore le recours de la Cour constitutionnelle. Est-ce que l'Assemblée nationale, au niveau des députés, n'aurait pas pu justement faire ce travail-là, en disant il y a des choses qui ne vont pas dans cette loi, on ne peut pas l'adopter en l'état, ça nous aurait fait des économies. Peut-être. En fait, vous avez une majorité largement suffisante à l'Assemblée. Le gouvernement, ici, cette majorité, présente une loi. Pourquoi voulez-vous que la majorité s'interroge? On est dans l'adoption automatique. La majorité, ce sont les élus du peuple. On l'appelle la représentation nationale. Non, en fait, Ah oui, mais moi, non, je parle pour le votre peuple. raisonnement est faux. On les appelle la représentation nationale, ils doivent... Je sais, mais ils doivent légiférer votre en raisonnement tenant compte du est bien commun. erroné. Il ne raisonne pas par rapport aux populations qu'il représente. Il raisonne par rapport à quoi? Par rapport au pouvoir qu'ils soutiennent. C'est ça, Raymond Edouard Rogo? Non, il faut absolument le regretter. Mais je pense que ce qui est dit n'est pas absolument faux parce que une fois que vous êtes élu, vous devenez, vous êtes député, vous devenez un élu de la nation. Mais l'exemple a toujours prouvé, par A plus B, qu'il y a cet instinct à toujours regarder les choses de façon dichotomique. Si c'est un projet de loi qui a été soumis donc, à l'Assemblée, si je suis député appartenant, il faut dire que dans les deux cas, ça s'applique. Hein? Oui, oui. Si je suis de la majorité, le vote est presque mécanique. Je ne dis pas qu'il est systématiquement mécanique, mais il est presque mécanique. Et du côté de l'opposition, si vous voulez, c'est un peu ça. Rappelez-vous la célèbre phrase d'un défunt député dont je tairai le nom parce qu'il n'est plus de ce monde. La majorité gouverne et l'opposition s'oppose. La majorité gouverne et l'opposition s'oppose et c'est justement pour cela que l'opposition politique, rien que le 25 juin, n'est pas passée par 4 chemins pour indiquer que cette loi modificative est un coup de massue sur la presse burkinabé et les leaders d'opinion. Vous partagez cette opinion-là? C'est un coup de massue? Comme j'ai dit, en fait, ce n'est pas toutes les dispositions que moi je critique. Hein. Il y en a que je trouve fondées. Voilà. Mais ce que j'ai dit, c'est l'approche qui n'a pas été pédagogique et qui fait qu'il y a problème. Parce que vous en avez même qui parlent de cette loi-là sans même l'avoir lue. Comme l'a dit le ministre, voilà. Il y en a qui ne savent pas exactement de quoi il retourne. Ils ne l'ont pas lu parce que l'autorité a caché le texte. C'est ça le problème au Burkina Faso. Quand on élabore les textes, ils sont invisibles. Vous cherchez le texte, vous dites il y a tel projet qui est en cours là, est-ce que je peux avoir une copie pour voir? On ne va pas vous donner. Le gouvernement prend soin de cacher son texte jusqu'au dépôt à l'Assemblée. Voilà. Et il y avait quelle urgence à adopter cette loi? Justement, il y avait quelle urgence? Voilà, c'est ça, tout ça. Donc c'est ça qui fait penser qu'il y a comment on appelle, un calendrier caché. Un calendrier caché, en tout cas, peut-être qu'il va falloir donc relire ce texte, on va voir ce qui se passe. Les regards sont également tournés vers le palais de Kosiam, hein, où le président devrait peut-être promulguer, on s'attend de voir s'il promulguera cette loi ou pas, mais ensuite si cette loi passe, les mesures auront force de loi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et s'imposeront désormais à tous. Mais les organisations de la société civile et les associations professionnelles des médias ont promis de ne pas s'avouer vaincus et de défendre la liberté de la presse chèrement acquise. En tout cas, si les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle ou vers Kosiam en ce qui concerne ce dossier, ils sont également tournés vers 2020 et notamment vers l'élection présidentielle qui devrait sanctionner le premier quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré à la magistrature suprême. Les états-majors des partis politiques se mobilisent, en effet, les stratégies se peaufinent et les pots de banane glissent sur certains chemins. Alors vous, sentez-vous venir ce rendez-vous crucial pour le Burkina? Sentez-vous l'adrénaline monter, Raymond Edouard Rogo? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore même de l'adrénaline au Burkina? Bon, plus tant que finalement, lorsqu'on observe bien les choses, les débats sont souvent d'un niveau qui vole au-dessus des pâquerettes, si bien que je ne suis même pas certain qu'il y ait encore beaucoup d'adrénaline dans le flux. Bon, mais
il est évident que certains gestes que l'on voit ça et là ne peuvent pas passer inaperçus. Et la guéguerre qui a été étalée sur la place publique par l'ancien parti au pouvoir ici montre à dessein que véritablement 2020 est dans tous les esprits, en tout cas à ce niveau-là. Alors 2020 dans toutes les têtes, l'élection présidentielle, Sibiri Erika. J'ai l'impression, quand je regarde les gens s'agiter, qui font la politique pour eux-mêmes et non pour les populations. Parce qu'aujourd'hui, le quotidien des Burkinabés, quand vous prenez le nord et l'est là, ce n'est pas les élections de 2020. C'est leur survie. Leur survie. Et les résultats des examens scolaires cette année, ils sont catastrophiques. En raison du contexte. Et des grèves que l'on a connues. Justement, vous le dites si bien, ces échéances électorales. C'est ça les préoccupations des gens. Oui, mais alors justement Sibiri Kam, ces échéances électorales arrivent dans ce contexte difficile que vous décrivez, marqué par le péril terroriste, notamment la montée des extrémismes, avec notamment des conflits communautaires ci et là, qui ont occasionné des déplacements massifs de population. Comment on peut organiser sereinement une élection présidentielle dans un tel contexte? Je vous laisse continuer sur votre raisonnement. En fait, si c'est organiser les élections, vous savez, les élections, ce n'est pas l'essentiel. Comme disait quelqu'un, c'est de les organiser. Et même vous pouvez tricher, voler la victoire. 6 mois après, tout le monde a oublié que vous avez volé la victoire. Et c'est ce que vous pensez va se passer? Non, c'est ce qui se passe. Quand je regarde dans les pays africains, le petit Ali Bongo. Il n'est pas petit, il est le président du Gabon. Le petit de Aouma Bongo. On a vu. Non, je pense que Kam a voulu dire le fils. Enfin, non, le fils, puisque au Gabon, comme ailleurs, en Corée du Nord, il y a le père, il y a le fils. Bon, ce qui manque, c'est le Saint-Esprit. S'il y avait le Saint-Esprit, ça serait quoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Il y a donc, pour dire que dans le contexte actuel, là, l'important, c'est d'organiser les élections. Que les populations y participent ou pas, il y a un résultat qui va sortir et qui va donner une sorte de légitimité à celui qui va être élu. C'est tout. Alors, Raymond-Edouard Ouedraogo, ce scrutin... Je regarde venir les choses, et si vous m'autorisez un néologisme qui a été usité dans ce pays, je fais partie des gens qui sont tranquillos. Si vous m'autorisez ce néologisme-là, parce que si il fallait un superlatif pour caractériser l'ambiance, je dirais simplement qu'elle est abracadabrantesque. N'est-ce pas? Et là, je cite l'ancien président français Jacques Chirac, bon, parce que véritablement, on ne sait pas. On dit que c'est quand on a la joie, bon, qu'on peut se livrer à certaines autres choses. Mais là, nous sommes véritablement dans une ambiance dont il faut espérer qu'elle va s'améliorer, il faut le souhaiter. On est à quelques mois de l'échéance. Nous sommes déjà dedans et verra ce que verra. Oui, mais c'est justement pour garantir tout cela, c'est-à-dire la paix, la sécurité et la concorde, que l'on se bat dans les élections. Sibiri Kam nous dit que non, mais généralement, c'est pour garantir tout cela, pour assurer que les gens se battent pour assurer la gestion donc, du pays et apporter quiétude et développement dans les contrées les plus reculées. Je sais, ça c'est le postulat. Ouais. Parce que s'engager en politique, c'est s'engager à servir les gens. Mais cela coûte cher au Burkina Faso. Malheureusement, si on s'engage en politique, on se sert plutôt, c'est ça. Mais de toute façon, on a vu, en fait, il y a des gens qui font la politique avec noblesse. Mais quand je regarde autour de moi, la politique est le plus sûr moyen de réussir, de s'enrichir. Et comme la loi anticorruption s'applique difficilement,
On n'arrive même pas à sanctionner ceux-là qui sont des prédateurs de la chose publique. Et à la limite, ça devient la norme. Ça devient la norme. Les lois sont votées, mais les lois ne sont pas appliquées. Raymond Edouard Ouedraogo, il y a de l'impunité, il n'y a pas de fermeté, on a dit tout cela. S'il y avait déjà au moins cela, on aurait pu voir un peu plus clair. En français facile, il est un adage africain qui nous rappelle chaque jour que Dieu fait, qu'en fait, ce qui a, je ne sais pas si ce verbe du premier groupe existe, ce qui a exorbité les yeux, c'est l'affaissement de la tête. Quand vous écrasez la tête, forcément les yeux voilà, sortent de leur orbite. Alors je me dis que quand même sur ce terrain, il y aurait pratiquement un océan de textes, de résolutions, de lois, effectivement qui ne sont pas appliquées. Vous me permettrez de revenir un petit instant sur le cas du Rwanda, que je ne prétends pas connaître particulièrement, mais je ne suis pas certain que un peu frouter Bazin et banquerouter et continuer de circuler librement comme on en voit sous nos cieux ici. Et je vous dis qu'ailleurs ailleurs même ça va plus loin. Oui. Hein? Ailleurs ça va plus loin, mais comme moi je suis croyant, il y a des choses que je ne dirai pas. Ailleurs même ça va plus loin. Vous ne pouvez pas vous amuser avec les biens du peuple. Si vous le faites, mais c'est comme ça. Hein? Donc je crois qu'à ce niveau-là, véritablement, il faut que on revienne aux fondamentaux. Et revenir aux fondamentaux, c'est de revenir. Il y a des textes pour lesquels personne ne se fâcherait dans ce pays, qu'on les applique. Mais il faut qu'on les applique. Il faut qu'on les applique. Et ce sont de vieux textes, ils sont là. Ils sont là, Sibiri Erikam. Tout le monde est d'accord qu'il y a la corruption au Burkina Faso. Du premier ressort de l'État à l'homme de la rue. Mais comment se fait-il que jusqu'ici, il n'y ait jamais eu un haut commis de l'État qui a été condamné pour corruption? Pour l'exemple. Pour l'exemple. Non, pas pour l'exemple. Pour montrer qu'effectivement, il y a une volonté de lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics et la chose publique. La volonté fait l'exemple. L'exemple. Moi, je veux que voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et il faut donc commencer par cela. C'est un receveur, je ne sais quoi, qui est poursuivi pour 5 millions, 10 millions, 20 millions. Il y en a qui parlent en termes de milliards. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, mais sur le terrain politique, la bataille semble déjà faire rage. Le parti au pouvoir est accusé de tous les maux, tandis qu'on semble s'acheminer vers une multiplicité de candidatures à ce scrutin. Ainsi, face à Rochma Christian Kaboré, candidat déclaré à sa succession, on a déjà, si je ne m'abuse, 3 autres prétendants au fauteuil présidentiel dans les starting blocks. On compte Kadri Désiré Ouedraogo, Tahirou Bari et Abdoulaye Nissouma. Et on attend toujours que certains ténors de la classe politique nationale se prononcent. Alors, est-ce selon vous l'expression d'une certaine vitalité démocratique ou la preuve d'une expression démocratique certaine, Raymond Edouard Ouedraogo? Il n'y a pas dit projet, je dirais même pas 5 projets de société pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. Vous savez, donc tout ça, j'estime que c'est simplement, ce sont des jeux de castagnettes pour amuser la galerie. On n'a vraiment pas besoin de ça. Mais comme dans ce pays, depuis la nuit des temps, l'on préfère être tête de rat plutôt que de lion, il faut que chacun aille exhiber son projet. Et je suis de l'idée, de la pensée que, véritablement, bon, il faut que nous apprenions à être un peu plus sérieux, que nous respections notre peuple. Sinon. Il faut que nous apprenions à être plus sérieux et que nous respections le peuple, Sibiri Erikam. Moi, je doute fort que les gens participent sérieusement aux élections de 2020, si le contexte ne s'améliore pas. Parce que ce qui se voit là, les gens vont aller voter pour qui? Mais les Burkinabés de l'extérieur doivent également voter en 2020. Non, ils ne vivent pas notre réalité. Ils sont à l'abri de nos préoccupations. Mais ici, là, c'est-à-dire la classe politique a dessus. Les gens vont aller voter. Vous dites la classe politique, toute tendance confondue. Moi, je dis, s'il y a élection, je ne vois pas pour qui je vais voter. Qui est crédible dans ce panorama-là? Mais qui est crédible? Tout le monde dit qu'il est crédible. Chacun, de son côté, dit que c'est lui. Les gens du CDP ont exercé le pouvoir politique pendant une trentaine d'années. À un moment donné,
certains de leurs camarades ont fait défection, ont créé le MPP. Ils ont gardé la culture du CDP et les pratiques du CDP. Ils ne sont pas corrigés, ils ne sont pas amendés. Donc, ils sont en train de poursuivre dans les mêmes pratiques qu'on avait dénoncées sur le CDP. J'ai le pouvoir, je l'exerce. Il y en a même qui arrivent dans un ministère qui disent qu'eux ne travaillent qu'avec leurs amis. L'administration publique n'appartient à personne. Comme dit Raymond-Édouard Ouédraogo, Vous arrivez, il faut changer vous trouvez des cadres. le logiciel, c'est ça? Et si vous voulez, on vous sort les CV des cadres, les postes qu'ils ont occupés, vous savez qui est bon, qui n'est pas bon. Si c'est là, si vous voulez des résultats, si vous voulez l'efficacité, c'est ce critère-là que vous choisissez les cadres, vous les nommez. Mais quand vous dites que vous travaillez avec vos amis, donc on revient au système des juges acquis dont Badine avait parlé. On est dans la même logique, mais on ne développe pas un pays avec ça, on ne construit pas une nation avec ça. Donc la reconstruction nationale dont on parle là, oui, alors les paroles ne font que ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, je n'évoque plus la crise au sein du CDP, l'ancien parti au pouvoir qui rêve de reconquête, mais qui actuellement donc est en pleine crise. Mais l'offre politique actuelle vous semble-t-elle donc, Raymond-Édouard Ouédraogo, à même de satisfaire la demande sécuritaire, sociale et économique qui est très forte dans ce pays? Je suis au moins certain d'une chose. La probabilité, comme disent les matheux ou les mathématiciens, P de oméga est égal à 1. C'est une certitude qu'en 2020, il y aura élection. D'une manière ou d'une autre, il y aura un président élu, on va entonner le ditanier, il va y avoir voilà, des festivités, tout, avec présence de chefs d'État étrangers, ainsi de suite. Maintenant, la question que vous me posez, c'est de savoir est-ce que l'offre politique à l'heure actuelle peut satisfaire, peut répondre fondamentalement aux préoccupations des populations. Mais dites-vous que ce sont, à peu de choses près, les mêmes offres qui ont prévalu jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le professeur Laurent Gbagbo utilise certains superlatifs pour caractériser les Burkinabés, j'espère que nous devrions être, avec le temps, de plus en plus nombreux à avoir l'intelligence primaire de l'écouter quand il parle. Je pense que c'est extrêmement important. Mais pour moi, j'estime fondamentalement que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Vous pensez à quel superlatif, par exemple? Oui, mais il a dit, par exemple, quelque part que quand il regarde les Burkinabés, on a l'impression d'avoir affaire à un peuple mouton. Je crois que ça, si c'est lui qui l'a dit, il assume. Moi, je mets des griffes. Voilà. Je mets des griffes, des guillemets. Mais fondamentalement, si nous nous regardons dans la glace, dans le rétroviseur, nous avons véritablement des questions à nous poser. Mais je vous dis que le même marketing va s'appliquer et le même marketing va marcher et que les choses se passeront comme ça, en dépit d'eux. En dépit d'eux, est-ce que pour vous, Sibirikam, l'offre politique actuelle est à même de satisfaire la demande sécuritaire, sociale et économique du pays? Non, il ne faut pas parler de demande sécuritaire sociale. En fait, je vais parler crûment. Celui qui est là a montré ses limites. Mais ses forces aussi, non? Ses forces? Quelles? Ben, il a fait réussir des infrastructures. Quelle infrastructure? Ben, les infrastructures, c'est des projets... Il ne faut pas instruire seulement à charge, il faut aussi à décharge. Attendez. Les infrastructures, c'est des projets à long terme. Il y a des politiques qui ont bougé, comme la gratuité des soins, etc. La gratuité des soins... Ils font partie du bilan. Non, pour le MPP, il y a satisfaction. Non, la gratuité des soins, j'en ai bénéficié, moi-même, de par la famille, mais il y a des problèmes dans la gratuité des soins. Ce n'est pas aussi efficace qu'on le dit. Et les syndicats de la santé sont actuellement plus ou moins en grève. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'il y a des ruptures de réactifs. Les appareils médicaux ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce que chaque fois, eux vont se faire soigner à l'étranger? Comme quoi, la médaille a aussi ses revers, mais elle est quand même la médaille. Oui, j'ai toujours fait l'effort de ne pas avoir une peinture uniforme. D'après ce que je vois,
ce n'est pas ce que j'écoute. Mais d'après ce que je vois, il y a eu certainement des choses là, qui ont été réalisées sur le terrain. Sinon, ce serait véritablement catastrophique à tout point de vue. Mais ce qui est certain, c'est que les attentes restent très fortes. Lorsqu'on a vu le dernier travail qui a été publié au niveau donc, de la gouvernance, de l'évolution des choses, on a constaté par exemple que certains paramètres restent désespérément élevés en matière d'insatisfaction. Mais ceci étant, à côté, il y a quand même des choses. Hein. En 30 ans, véritablement, il faut voir, si vous prenez par exemple au niveau des infrastructures routières, bon, il faut dire que c'est quand même lamentable. Il y a quand même eu un léger mieux à ce niveau, bon, plus d'autres secteurs. Et je dis à ce niveau, oui, je mets le doigt et je dis, bon, ici, là, ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est déjà bon. Mais il y a des secteurs dans lesquels véritablement, il faut revoir la copie, quoi. Il faut revoir la copie Absolument. et être transparent jusqu'au bout. Oui, Sylvie, oui, Eric Ham. Je suis d'accord que le président Roch est arrivé avec un lourd passif. C'est-à-dire que déjà, le passif qui était là et qu'il fallait régler à fin de chose là était déjà très lourd. Parce que quand j'ai vu les gens manifester pour les voies détériorées, tout ça, je dis, mais une voie, c'est en un mois. C'est-à-dire c'est des voies qui sont déjà détériorées. Et puis bon, le changement de régime est arrivé, et puis il a arrêté de ça. Et on ne construit pas une route aussi non plus en 6 mois. Donc, il y avait un passif lourd. Je crois que le problème, c'est qu'il n'a pas pris conscience qu'il avait un tel passif qu'il ne fallait pas d'attentisme ni de tergiversation, qu'il était, c'est-à-dire comme on dit, les 100 jours de grâce là. Il n'a pas eu ça et il a cru qu'il allait avoir les gens, il n'a pas ça. Donc, je dirais que quelque part, son péché originel n'aura pas compris la soif d'aspiration des Burkinabés. La à soif un changement. d'aspiration, un changement, les attentes. Il aurait pu prendre des mesures immédiates dès son investiture, même peut-être impopulaires, mais pour marquer la rupture. Et la rupture n'est pas venue alors. On n'a plus Quelques fessées. quelques Bien sûr. fessées. Oui. On n'a plus Pour beaucoup de montrer temps. que maintenant, il y a un chef de famille qui attend. Un chef de famille pour distribuer la fessée. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même vous entendre très rapidement sur cette élection présidentielle également du côté de la Lagune des Briers qui a lieu en 2020 avec des craintes visibles. La situation sociopolitique inquiète jusqu'à l'ONU qui a appelé ce 26 juin les Ivoiriens à, je cite, redoubler d'efforts pour que la présidentielle de 2020 soit synonyme de paix. Fin de citation. Est-ce qu'elle vous inquiète, la présidentielle en Côte d'Ivoire comment analysez-vous la situation? Très, très rapidement. Elle m'inquiète parce qu'elle va avoir des répercussions au Burkina si ça se passe mal. D'abord, selon le calendrier, ça peut impacter sur nos élections à nous. Parce que ça se passe mal en Côte d'Ivoire, on ne voit pas comment est-ce qu'on pourra organiser nos élections pour nos ressortissants qui sont là-bas. Ça, c'est d'un. Mais également, déjà, on est en train d'indexer, de stigmatiser les étrangers. Déjà, ça vient. Et c'est le même Conan Bédier qui avait lancé l'histoire de l'ivoirité, qui a été théorisée et mise en œuvre par Laurent Gbagbo. Et puis, bon, vous avez Alassane Dramane Ouattara qui n'est pas clair, qui dit que, bon, la Constitution lui permet de briguer un autre mandat, alors que tout le monde avait compris qu'il se retirait des choses. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà. Et ça veut dire que même si lui était candidat, est-ce que dans son propre camp, il n'y aurait pas des gens qui vont réagir? C'est ça. Alors, Raymond Edouard Rago, rapidement sur la Côte d'Ivoire. Je risque de me tromper, hein, mais j'ai quelque part le très fort sentiment que le président Ouattara joue peut-être la règle du temps, mais qu'il ne se présenterait pas. Sans doute pour empêcher que son frère, comme il l'appelle, le président Henri Konan Bédié, peut-être quelque part pour le piéger aussi, mais somme toute, cette élection, cette présidentielle en Côte d'Ivoire sera ce que les Ivoiriens voudront qu'elle soit, mais je me demande s'ils n'ont pas intérêt à se lever très très tôt. Parce que les choses ne sont pas programmées pour être faciles, pour véritablement
ceux-là qui prennent le temps d'observer et de loin et de près la scène à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a certainement des doutes légitimes sur les conditions dans lesquelles cette élection va avoir lieu. Or, elle ne peut pas ne pas avoir lieu. Elle ne peut pas ne pas avoir lieu, tout comme au Burkina. Espérons finalement que les choses se passent relativement bien, aussi bien du côté de la lagune ébriée que chez nous ici au Burkina. 2020 par-ci, 2020 par-là. L'année prochaine est déjà partie pour être très intense au plan socio-politique dans différents pays et régions du monde. C'est en 2020 en effet que devrait également se tenir une hypothétique élection présidentielle dans une Centrafrique, toujours en proie à des violences. Et l'oncle Sam ne sera pas en reste puisque le truculent Donald Trump a déjà lancé la campagne pour son éventuelle réélection en 2020. Sur un autre registre, c'est en 2020 que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest nous promet la mise en route effective de la monnaie unique pour cette zone qui regroupe 15 pays. Des rendez-vous importants que nous nous ferons tous le devoir de suivre avec l'espoir qu'ici et là, les choses se passent pour le mieux. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 75 qui recevait pour vous Raymond Edouard Ouedraogo, journaliste à la retraite mais qui compte le rester. Non, journaliste qui n'est plus à la fonction publique parce que je vous ai dit que dans ce métier, il n'y a pas de retraite véritable. Il n'y a pas de retraite véritable. Merci d'être passé nous voir, Raymond Edouard Ouedraogo, et pour votre sollicitude pour cette émission. Également présent sur le plateau aujourd'hui, Sibiri Erikam de la Ligue pour la défense de la liberté de la presse, qu'on va vite réveiller, n'est-ce pas, Sibiri Erikam? Merci d'avoir participé à cette émission. C'est Philippe Barrault qui avait la haute main sur l'orchestration de cette émission, qu'il a réalisé de main de maître avec la complicité de Ismaël Amadou au cadre, Aïda Sankara au son, Fidel Kaboré était au synthé et au prompteur, Idrissa Diallo a assuré la diffusion. Mes invités et moi-même avons été maquillés par Samiratou Ouedraogo. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous de Burkina Info. Mais n'oubliez pas, prenons toujours soin les uns des autres et prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.